Troisième thème du programme d'histoire de seconde, l'État à l'époque moderne. Composé de 2 chapitres, le chapitre 5, l'affirmation de l'État dans le royaume de France, et le chapitre 6, le modèle britannique et son influence, ce thème sera ici présenté en une seule vidéo qui permettra de comparer 3 modèles d'État à l'époque moderne. L'État, justement. Défini par l'auteur humaniste italien Machiavel dans son ouvrage Le Prince en 1532, la notion d'État est une nouveauté de l'époque moderne, par rapport à l'Europe morcelée du Moyen-Âge, où les rois peinent à imposer leur pouvoir. L'État, pour Machiavel, désigne à la fois un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé soumis à un gouvernement, et en même temps, les institutions exerçant une autorité et un pouvoir réel sur ce territoire. On se demandera ici comment se construit l'État moderne entre le XVIe et le XVIIIe siècle, dans 2 monarchies optant pour des modèles différents, la France et l'Angleterre. Première partie, la France ou l'affirmation d'un État structuré autour du roi. La France tente de construire une monarchie administrative autour de la figure centrale du roi. En effet, l'extension du royaume, notamment au nord et à l'est suite à des conquêtes militaires, oblige le pouvoir royal à se trouver des relais administratifs. Le royaume est divisé en provinces, dirigées par des gouverneurs, chargés de l'ordre public et de l'armée, et en généralités, dirigées par des intendants, en charge des missions de justice et de fiscalité. Ce système évite la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'un seul administrateur, tout comme la rotation régulière entre les postes mise en place par Louis XIV. Autre relais au pouvoir royal, les officiers, qui achètent une mission de justice, de police ou de finance, qu'ils transmettent ensuite à leurs enfants. Pour diminuer l'influence de l'Église et sa langue sacrée, le latin, mais aussi pour uniformiser les pratiques au sein du royaume, le roi François Ier, à l'occasion de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, oblige l'utilisation du français pour tout acte administratif. Par la même occasion, François Ier réaffirme les missions de ses officiers de justice et son autorité sur eux. Car en France, les institutions de l'État se construisent autour de la figure centrale du roi. Du moins, c'est la volonté des monarques de l'époque moderne, comme François Ier, Henri IV et surtout Louis XIV. Le roi s'entoure alors de différents conseils, auxquels participent des ministres choisis par lui et dotés de compétences précises. Le roi tenant son pouvoir de Dieu, il doit être roi de droit divin, seul arbitre des décisions du royaume, d'où le nom de conseil, choisi pour ses instances. C'est le roi qui décide. Le pouvoir du roi est mis en scène à l'occasion de cérémonies. Là encore, Louis XIV renforce sa figure de personnage central de l'État, notamment par le château de Versailles, où les nobles du royaume sont contraints de vivre et de dépenser leur argent pour éviter la disgrâce. Le roi Soleil s'assure ainsi le contrôle des grands seigneurs. Cette monarchie administrative naissante est malmenée par des crises et des tensions. Première crise, les guerres. Elles sont nombreuses sous Louis XIII et Louis XIV, elles sont victorieuses, elles construisent l'image d'un roi guerrier, mais elles sont un gouffre financier, tant les dépenses militaires creusent un déficit permanent. 3 solutions sont alors trouvées pour remplir les caisses de l'État. D'abord la hausse des impôts, parfois recouverts par des banques privées qui prélèvent leur pourcentage. Ensuite la vente de nouveaux offices de justice, puis de finance. Et enfin, le développement du commerce maritime vers l'empire colonial français, les Antilles, le Canada, l'Inde. Après 1669, des compagnies commerciales obtiennent des missions réservées, commerce avec l'Amérique ou avec l'Asie, traite négrière, gestion des plantations, avec bien sûr une taxation de l'État sur les produits. Deuxième source de tension, les conflits religieux entre protestants et catholiques qui plongent la France dans une guerre de religion quasi discontinue à partir de 1562. Si les rois, qui ont besoin de l'appui de l'Église, favorisent le catholicisme, Henri IV, lui-même protestant converti au catholicisme, impose son autorité, la paix et la tolérance religieuse pour les protestants avec l'édit de Nantes en 1598. Mais en 1685, Louis XIV annule l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. Les protestants doivent se convertir de force, mais 200 000 désobéissent et préfèrent l'exil. L'édit de Fontainebleau recrée une unité religieuse, ce qui était l'objectif de Louis XIV, mais appauvrit économiquement le pays et provoque en plus des émeutes dans le sud de la France. Enfin, l'État monarchique qui se construit en France est confronté à ses limites.
Le roi doit composer avec des acteurs qui limitent son pouvoir d'action. Il y a d'abord les assemblées des États, dans certaines généralités, ou les parlements de justice, qui ont leur mot à dire sur certaines lois. Il faut également composer avec des nobles, bénéficiant de privilèges et d'avantages qu'il est impossible de leur retirer, même pour Louis XIV. Enfin, il existe un ensemble de lois fondamentales que les rois ne peuvent modifier, y compris sur les règles de succession au trône, par exemple. Au final, la monarchie absolue existe avant tout dans les discours de Louis XIV, qui construit l'image d'un roi au pouvoir immense, et beaucoup moins dans la réalité. Les historiens préfèrent aujourd'hui l'expression d'affirmation de l'état monarchique plutôt que de parler de monarchie absolue. Deuxième partie, en Angleterre, un état reposant sur un pouvoir partagé entre le roi et le parlement. Au XVIe siècle, plusieurs rois anglais tentent d'imposer un pouvoir absolu, sans réussite, comme en 1649 où le roi Charles Stuart est mis en procès et exécuté. Le système anglais repose alors sur un partage des pouvoirs entre le roi et ses ministres d'une part et le parlement d'autre part. Celui-ci vote les lois et peut démissionner les ministres. En retour, le roi peut dissoudre le parlement, une stratégie dangereuse car il faut alors procéder à de nouvelles élections, avec le risque de voir les mêmes parlementaires réélus. Le respect des libertés et la répartition des pouvoirs sont inscrits dans des textes officiels, comme le Bill of Rights de 1689. Il est inscrit noir sur blanc que le roi ne peut prendre de décision sans l'accord du Parlement et qu'il doit respecter les libertés individuelles. L'État anglais repose donc sur un ensemble de textes de loi et sur le rôle du Parlement plutôt que sur celui des monarques. C'est une monarchie parlementaire ou monarchie constitutionnelle. Cette Angleterre, terre de liberté et d'équilibre des pouvoirs, séduit beaucoup les philosophes français, qui comparent la monarchie parlementaire anglaise à la monarchie à tendance absolutiste de la France. L'Angleterre ressemble à un système idéal pour les philosophes Montesquieu ou Voltaire, au point d'en oublier ses défauts, notamment le fait que seuls 4% des hommes les plus riches votent, dans un système électoral avantageant la noblesse. Autre défaut, l'Angleterre n'accorde pas autant de liberté à ses 13 colonies d'Amérique du Nord, où on impose des impôts spéciaux, des lois très contraignantes, mais où la promesse d'une citoyenneté égale à celle des citoyens anglais ne sera jamais réalisée. La tension monte. En 1770 et 1775, des manifestations éclatent et les soldats anglais tirent sur la foule à plusieurs reprises. Le divorce entre l'Angleterre et ses colonies américaines, désireuses de s'émanciper de cette tutelle venue de l'autre côté de l'océan, est consommé. Sous le nom d'États-Unis d'Amérique, ces 13 colonies proclament leur indépendance le 4 juillet 1776, et en même temps, l'égalité des hommes, le droit à la liberté et au bonheur. Après une guerre victorieuse sur l'Angleterre avec l'aide de la France, les États-Unis mettent en place leur propre État. Celui-ci est présenté dans une constitution, un texte regroupant l'ensemble des lois fondamentales fixant le fonctionnement d'un pays. Cette constitution crée un État reposant sur un parlement à 2 chambres, comme en Angleterre, la séparation des pouvoirs, comme en Angleterre, et le vote réservé aux plus riches, comme en Angleterre. Mais les États-Unis créent des institutions novatrices. C'est une république, un régime sans roi où le pouvoir appartient aux citoyens, avec pour la première fois la fonction d'un président élu. Les États-Unis sont le premier pays au monde à se doter d'un tel chef d'État, élu pour une période très courte et dont le pouvoir est encadré par les 2 chambres du Parlement. Autant de nouveautés qui font des États-Unis le nouveau modèle à suivre, notamment vu de France. Pour conclure, ce thème a permis de comparer 3 modèles d'État très différents. On rappelle ici qu'on entend par État un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé, soumis à un gouvernement, et en même temps, les institutions exerçant une autorité et un pouvoir réel sur ce territoire. Alors que faut-il retenir de ce thème 3 ? D'abord que l'État en France se caractérise par une monarchie administrative, au sommet de laquelle se trouve le roi, figure centrale de l'État, mais qui n'est pas dépositaire d'un pouvoir absolu. Des crises, des tensions mettent à mal le royaume, même si les rois tentent de s'en servir pour renforcer leur pouvoir. La monarchie absolue n'a pas de réelle existence, car le roi a un pouvoir limité par les nobles et le fonctionnement administratif du royaume. On parlera donc d'affirmation de l'État monarchique. En Angleterre, malgré des tentatives absolutistes de certains rois, le pouvoir est partagé par le monarque et le Parlement,
mais c'est bien celui-ci qui apparaît comme le véritable dirigeant du royaume au fur et à mesure du XVIIIe siècle. Les libertés individuelles sont respectées par l'État et des textes officiels, approuvés, comme le Bill of Rights de 1689, fixent les pouvoirs de chacun et leurs limites. Ce système plaît beaucoup aux intellectuels français. L'Angleterre est une monarchie constitutionnelle, car il dispose de textes cadres, ou bien une monarchie parlementaire, une expression qui illustre le partage de ses pouvoirs. Enfin, dernier modèle, celui des États-Unis d'Amérique, indépendants depuis 1783 et une guerre contre l'Angleterre, leur puissance coloniale. Les États-Unis s'inspirent du modèle anglais, s'inspirent de son fonctionnement, du respect des libertés, mais y ajoutent des innovations, à commencer par la fonction de président des États-Unis et l'élection qui va avec. Le jeune pays choisit donc un État républicain plutôt qu'un État monarchique. Dans les dernières années du XVIIIe siècle, il devient pour certains Français un modèle encore plus inspirant que ne l'était l'Angleterre. Enfin, dernier point, n'oubliez pas que l'histoire demande l'emploi de dates, au moins pour borner approximativement le sujet, et d'un vocabulaire précis, qu'il faut maîtriser, savoir réutiliser à bon escient. État, monarchie absolue, monarchie parlementaire, constitution, république, Bill of Rights, l'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.